Bonjour, monsieur. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. D'abord, félicitations pour les différentes interventions des panélistes. Moi, je m'appelle Amadi Mohamed Abba. Je suis un éleveur, mais également je coordonne et j'anime des organisations de la société civile d'agriculteurs. Et je suis membre du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Merci de fournir autant d'efforts pour nous permettre de venir de si très loin et participer à cet échange. Le climat, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une affaire du monde entier. Et chacun doit jouer son rôle. Car les catastrophes qui sévissent ailleurs dans une région peuvent avoir des impacts sur d'autres régions. C'est pourquoi il est important que chacun joue son rôle. D'abord, je dirais que merci de m'accorder cette intervention. Je voulais d'abord, avec votre permission, rappeler un des mots que vient d'annoncer le représentant des droits de l'homme à Genève, qui dit qu'il y a des zones en crise à travers le monde qui sont oubliées. Donc je commence par dire que moi je viens de la région de Tombouctou au Mali, au Sahel, une région chaude et une région violente. Mais la crise climatique est là et nos populations sahéliennes en souffrent énormément en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali. Les hautes températures atteignant souvent plus de 45 degrés, la faible pluviométrie, l'assèchement des lacs, la désertification galopante, l'expansion de la désertification et l'érosion des sols diminuent l'efficacité des mesures de restauration. La région sahélienne connaît une forte vulnérabilité climatique et les initiatives d'adaptation peinent à atteindre leurs objectifs en raison d'obstacles multiples. Pour plusieurs observateurs, cette contre-performance des solutions d'adaptation au changement climatique a pour principale cause la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, caractérisée par une marginalisation des acteurs locaux, qui réduit l'appropriation des solutions et compromet leur durabilité à long terme. Un faible accès aux services, au savoir endogène réduit sensiblement l'adoption de bonnes pratiques. Une large corruption et des détournements des programmes de développement. Les plans d'adaptation sont fréquemment conçus pour répondre aux exigences de mobilisation des financements internationaux plutôt qu'aux priorités des communautés locales, entraînant un faible taux de concrétisation des actions prévues. Dans ce contexte, comment redonner confiance aux populations des régions sahéliennes, principalement du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui vivent dans un cercle vicieux de pauvreté et de vulnérabilité accrue face au climat en raison d'effets combinés du changement climatique et d'insécurité caractérisée par une violence contre les civils innocents. Monsieur le modérateur, merci beaucoup. Le Sahel est une région qui souffre énormément et où la violence aujourd'hui, elle est quotidienne contre les populations civiles. Et malheureusement, la communauté internationale reste silencieuse face à ces drames qui se jouent. En plus du changement climatique, c'est la violence qui est en train de détruire les moyens d'existence, de subsistance des populations qui fuient vers les régions des pays voisins, qui sont également touchés par les changements climatiques et la pauvreté. Voilà, monsieur le modérateur, ma contribution sur ce premier point. Merci. Et je reviens toujours à mon Sahel qui fait très chaud.
pour rappeler également l'importance de la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est elle qui permet de réglementer et de développer les capacités d'anticipation. Il faut reconnaître que nous avons observé les impacts du changement climatique qui interviennent de façon surprenante, souvent sans même s'y attendre. Pof, il y a une sécheresse ou il y a une grande pluie qui fait des inondations. Nous avons vécu des exemples. En 2023, nous avons eu une mauvaise pluviométrie au Sahel. Et 2024, de janvier à juillet, c'était la sécheresse. Tous les cheptels n'avaient pas de pâturage, tout est parti. Et de août à octobre, une grande pluviométrie qui a fait monter les eaux de différents fleuves et qui ont provoqué des inondations. Même les cultures ont été inondées, détruites. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect qui fait que souvent les populations sont surprises, elles vont tout perdre d'un coup. Et ça, généralement, ça dure 1 an ou 2 ans. Le temps de reconstituer un peu de moyens, il y a une catastrophe qui vient tout briser. Et généralement, la mauvaise gouvernance ne permet pas de consolider des capacités pour anticiper et essayer d'éviter à ce que les populations perdent les ressources. Donc, dans le cadre, je veux dire, du lien dont on parle entre les 3 conventions et la sécurité alimentaire et la nutrition, je pense que c'est un lien qui correspond également au lien qui existe entre développement et puis droits de l'homme. Plus les droits de l'homme sont respectés, plus le développement aussi est favorisé. C'est dans ce contexte que je pense qu'il vaut mieux, il est aussi important de rappeler que les Nations Unies, les États membres ont tellement adopté d'instruments internationaux qu'on n'en peut même plus citer. Hein? Mais quel est le problème? C'est l'application, c'est le respect des engagements, c'est la mauvaise gouvernance. Donc, tous ces aspects, à mon avis, doivent être considérés. Si on veut réellement faciliter aux populations une adaptation face au changement climatique. Ces nombreux instruments, dont les produits du CSA, que je vais citer quelques-uns. Il y a le pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966. L'adoption du cadre de référence pour l'agenda 21 à Rio 1992. Il y a les directives volontaires sur le droit à l'alimentation adoptées à la 127e session du Conseil de la FAO en novembre 2024. Il y a les directives volontaires pour la gouvernance des régimes fonciers adoptées par le CSA le 11 mai 2012. Il y a les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires adoptés le 15 octobre 2024 au niveau du CSA. Il y a les cadres d'action aussi du CSA pour les crises prolongées qui se connectent avec le point sur les conflits adopté le 13 octobre 2015. Tous ces instruments, s'ils sont appliqués et respectés, les États prennent leur engagement, ils pourront contribuer à réaliser les liens entre les 3 conventions et les autres outils internationaux. Cependant, il faut reconnaître que, puisqu'on participe à ces échanges, on a observé qu'il y a, bien qu'il y a l'importance du consensus et la construction de visions partagées par l'ensemble des États réunis au sein des Nations Unies, l'état des lieux en ce moment aujourd'hui dans les régions les plus vulnérables traduit une certaine perte d'énergie. Ce n'est pas une perte d'énergie par manque de moyens, mais par la subsistance des brouilles entre les États dans la mise en œuvre du droit au développement, qui nécessite une conjonction des conditions favorables à la fois sur le plan national et sur le plan international. Nous observons qu'il y a aussi des États qui ont la préférence pour l'élaboration des normes cohérentes
pour le fondement d'instruments juridiquement contraignants, alors qu'il y a des États qui préfèrent des lignes directrices non contraignantes. Donc c'est à ce niveau également qu'il y a souvent des blocages. Parce qu'il faut bien que les États acceptent, quand il y a un état des lieux qui justifie des décisions fermes, il faut les prendre. Hein. Le contraignant, le non contraignant, c'est une des réalités des problèmes. C'est l'une des causes qui font qu'en réalité, les instruments sont adoptés, validés, mais ils ne sont pas suivis des faits. Ça, c'est un aspect. Si pour revenir au Sahel, je vais vous dire, le problème, c'est l'eau. Même s'il y a de l'eau souterraine, il faut des moyens pour avoir des forages et autres. Juste une minute, merci, j'ai bien compris. Juste une minute. Je vous donne un exemple. Toute la zone rurale est en train de se vider de sa population pour rejoindre les villes urbaines. Et qu'est-ce qui se passe? La population accroît au niveau des villes urbaines, les zones rurales se vident, la population urbaine devient client pour consommer tout ce qui existe en milieu rural, le bois, le charbon. Donc, le peu de personnes qui restent en zone rurale deviennent les fournisseurs de la ville qui devient le client principal. Alors que l'État, il est là, mais il est incapable de faire face. On a observé beaucoup d'agents d'État qui ont été tués parce qu'ils veulent faire respecter la réglementation. Donc c'est vraiment un problème. Merci. Sur cette section, permettez-moi de relever quelques points de réflexion pour une adaptation réussie au changement climatique. Former les communautés locales sur les enjeux climatiques et les techniques agricoles durables. Cela peut inclure des pratiques de gestion de l'eau, d'agroécologie, d'agriculture résiliente et de diversification des cultures. Autonomiser les femmes et les jeunes car ils jouent un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles. Les impliquer dans les processus décisionnels peut améliorer l'efficacité des initiatives d'adaptation et le maintien des jeunes sur place et réduire leur migration. Investir dans les infrastructures adaptées comme des systèmes d'irrigation efficaces, des routes adaptées aux conditions climatiques et des installations de stockage pour les récoltes. Promouvoir l'utilisation de technologies renouvelables pour l'énergie et l'eau, comme les panneaux solaires ou les systèmes de collecte d'eau de pluie ou de forage solaire. Protéger les écosystèmes locaux qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la fourniture de services écosystémiques. Encourager les pratiques agricoles qui améliorent la santé des sols et réduisent la dépendance aux intrants chimiques. Créer des fonds spécifiques pour les changements climatiques qui ciblent directement les communautés locales et les zones vulnérables. Cela peut inclure des microcrédits pour les agriculteurs ou des subventions pour des projets écologiques, en mettant en place un mécanisme de transparence. Établir une gouvernance décentralisée qui permet aux communautés locales de prendre part aux décisions concernant leur environnement. Je viens d'écouter une réaction qui dit que seuls les gouvernements ont la décision d'accepter un projet. Dans le cadre de projets de financement public, je pense que, selon nos expériences, dans les pays où il y a des peuples autochtones avec des communautés locales souvent marginalisées, quand il n'y a pas une modération de la FAO, du FIDA ou d'autres partenaires, les risques d'échec sont à prendre en compte. Car dans ces pays, généralement, où il y a des pratiques de corruption et de détournement de programmes, quand on laisse uniquement la décision à l'État de décider si oui ou non on finance, vraiment c'est là où on peut parler de cause d'échec. Il y a également, quand on fait des études de faisabilité économique ou sociale d'un projet, généralement un espace dans les grands Sahara, on dit qu'il n'y a personne, mais il y a des animaux, il y a de la flore, hein, mais en laissant tout s'effondrer sous l'effet du changement climatique, ça affecte encore toutes les zones riveraines proches
hein, avec le mouvement du sable, tous les lacs sans sable, toutes les villes sans sable, parce que tout simplement, on laisse le désert, on dit qu'il n'y a personne, la vie est difficile, il n'y a rien, il n'y a pas de profit, donc on ne fait rien là-dessus. Donc ça, moi je pense que c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir, parce que le désert, il est vaste. Hein? Aujourd'hui, c'est ma ville qui est ensablée, demain, c'est la ville de l'autre qui va être ensablée, ainsi de suite. Voilà, merci. Merci, comme c'est la dernière intervention, monsieur le modérateur, je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup.